Salut à tout le monde, bienvenue au premier épisode du tout nouveau podcast Passion MLB dans sa formule revue et corrigée. On a décidé, là, comme vous le savez peut-être, comme vous l'avez peut-être vu dans les dernières semaines, de relancer le podcast de Passion MLB sous un nouveau format, un format qui prend forme en live les jeudis à 20h sur Facebook, sur X et sur YouTube et qui sera après éventuellement dirigé sur toutes les bonnes plateformes de podcast disponibles. Pourquoi un live? Parce qu'on veut que vous veniez nous poser vos questions. On va y répondre à la fin de l'épisode. Donc, on a un plan de match qui est établi. À la fin, on va répondre à vos questions. Puis après, ceux qui ne pourront pas avoir écouté en live pourront l'écouter en format podcast. Ce sera moi qui animera le podcast Charles-Alexis Brisebois à toutes les semaines, accompagné de Sébastien Berroir à la co-animation. Mon cher Sébastien, très content d'être là avec toi. Très content également. On était-tu dû ou on n'était pas dû? On l'a dit dans l'épisode 0, on était dû. Ça faisait longtemps qu'on pensait à ce projet-là. On est rendu, puis ça va être très excitant avec la nouvelle saison qui s'amorce, les camps d'entraînement. Donc, on commence en même temps. Fait que ça va être très intéressant. Absolument, moi aussi, je suis très, très, très content de ça. J'ai même mis mes plus beaux habits. Je me suis grillé aujourd'hui avec ma plus belle chemise aux couleurs de nappe de Noël pour toi, mon cher Sébastien, et pour les Hey, auditeurs. merci beaucoup. Écoute, ça fait tellement plaisir. Écoute, on a travaillé fort, tu as travaillé très, très fort là, dans les dernières semaines pour lancer ce projet-là. Ça a été beaucoup de préparation quand même, mais on est content d'être là avec vous autres. Donc, comme on l'a dit, posez-nous vos questions, puis on va pouvoir y répondre à la fin de l'émission dans ce bloc-là qui va être prévu. Sébastien, la façon dont le show va fonctionner, cette semaine, il n'y aura pas d'invité. Il y a peut-être des semaines où il y en aura, mais à chaque semaine, on va parler de l'actualité du baseball. À chaque semaine, on va avoir un bloc dédié aux Blue Jays de Toronto. Et si tu le veux bien, commençons directement. Lançons-nous dans le vif du sujet avec ce bloc-là sur les Blue Jays. On y va. Okay. Blue Jays. Let's play ball. Les camps d'entraînement qui ont commencé dans les dernières semaines, on est le 29 février, c'est donc dire que ça fait environ une semaine que les matchs préparatoires ont commencé. Les Blue Jays qui ont une fiche de hey, peu importe, c'est les premières semaines du match préparatoire. En cinquième manche, c'est les matchs des Bisons de Buffalo contre les High Valley quand tu affrontes un club comme Philadelphie ou Scranton quand tu affrontes les Yankees. C'est pas important la fiche. Ce qui est important, c'est la façon dont les joueurs se comportent sur le terrain au cours du camp. Est-ce qu'ils sont blessés? Est-ce qu'ils sont en forme? En fait, la réponse est oui, parce que Sébastien, au camp d'entraînement, c'est un classique. Tous les joueurs sont dans la meilleure forme de leur vie. Ils n'ont jamais été aussi bien que ça. C'est-tu le fun, le camp d'entraînement, pareil? Ben oui, hein? T'as-tu des noms en tête ou tu lançais ça comme ça en pensant à personne? Écoute, peux-tu te parler d'un gars qui s'est fait pousser une encore plus grosse barbe qu'il avait, puis je parle pas de Donny Baseball ici, même si c'est majestueux, là, sa barbe blanche. Je parle d'un gars qui s'est fait pousser une coupe mulet, puis je parle d'un gars qui a appris à son mariage que Shohei Ohtani ne rejoindrait pas les rangs des Blue Jays de Toronto. Je parle de M. Alek Manoah en personne. Qu'est-ce qu'on pense de ce début de camp-là d'Alek Manoah? Beaucoup de choses ou peu de choses selon, là, on n'est pas trop sûr. Comme tu l'as dit, oui, il a appris à son mariage, il allait marcher dans l'allée. Puis là, son père il a appris que chez Otani ne signerait pas à Toronto. Donc, c'était un début de saison un petit peu rocambolesque pour lui. Puis à son premier départ aussi au camp d'entraînement, ça a été très difficile. On dirait que c'est une histoire qui se répète pour Manoa. On pense qu'il est en train de revenir, on pense qu'il est prêt, on pense qu'il est dans la meilleure forme de sa carrière, mais ce n'est pas encore le cas. Il n'est pas encore rendu là. On le sait, là, c'est ce qui ne fonctionne pas, bien, c'est sa confiance. C'est très difficile à aller chercher. Très, très facile à perdre, mais très difficile à aller rechercher par la suite. Donc, ça va être un long parcours pour Manoa de revenir s'il réussit à le faire parce qu'on n'est toujours pas sûr qu'il va le faire. Non, exact. Ce sera pas simple. Évidemment, on parle quand même juste d'un premier départ dans les Pamplemousses qui a vraiment pas été bon, mais c'est quand même juste un départ. C'est à prendre en considération. Ça faisait 6 mois qu'il n'avait pas lancé, mais quand tu te dis, ah, écoute, les bagues de série mondiale, ça ne se gagne pas dans le 3A, puis quand tu as ce genre de déclaration-là qui caractérise si bien Alek Manoah, il faut quand même que tu livres un peu la performance. Tu sais, d'atteindre 3 joueurs des Tigers, qui n'est pas l'équipe la plus redoutable qui existe sur Terre non plus, ça commence mal un camp d'entraînement. Puis moi, ce que j'ai pas aimé, tu me diras ce que tu en penses, c'est que oui, la vélocité de ses tirs était là. Il y a des tirs qui ont atteint les 94-95 000 à l'heure. Alek Manoah, on le sait, c'est pas un gars qui lance à 100 nécessairement. C'est un gars qui a une balle rapide qui est
pas la plus rapide du monde. Donc, de voir qu'au mois de février, il était capable de topper 95, c'était bon. Puis lui, il a dit, ben écoute, moi, j'étais content du 95. Après ça, on travaillera sur le contrôle. Sébastien, moi, je suis pas un lanceur du baseball majeur. Mais c'est-tu moi où c'est Moi pas non si plus. facile que ça du contrôle quand même? Parce que sinon, il y en a beaucoup là, qui pourraient être des bons lanceurs dans le baseball si ce n'était que du sacro-saint contrôle. Là. Exactement. C'est pas juste une question de vélocité, c'est une question de contrôle. Puis, tu l'as mentionné, oui, il ne va pas lancer à 100 000 à l'heure, mais la différence entre sa balle rapide et ses balles à effet, c'est ça qui fait sa force. Donc, s'il ne Mhm. contrôle pas sa balle rapide, ça n'a plus aucun effet. Les frappeurs l'attendent, attendent le ballon de plage qui s'en vient, la balle à effet qui va être en plein cœur du marbre parce qu'il tire de l'arrière dans les comptes, ou ça va être des frappeurs atteints comme on l'a vu contre les Tigers. Puis que ce soit les Tigers ou n'importe quelle formation du baseball majeur, tu ne peux pas atteindre des frappeurs, tu ne peux pas mettre des coureurs sur les sentiers de cette façon-là. Il faut que tu fasses travailler l'adversaire. Puis ça, il ne l'a pas fait. Puis ça fait longtemps qu'il ne l'a pas fait non plus. Donc, c'est un peu, tu l'as dit, là, c'est le premier départ, mais ça en fait plusieurs quand on les met toutes bout à bout. Ben, ça fait que ça ne va pas très bien depuis une longue période de temps. Exactement. Donc, on va voir s'il va réussir à s'en sortir. S'il s'en sort d'ailleurs, là, mon cher Sébastien, est-ce que ça va être grâce à lui ou grâce à Dieu? On n'est pas trop sûr parce que selon eux, si on lui demande personnellement, il va dire que ça va être grâce à Dieu parce que c'est lui qui décide si ça va bien ou pas ou s'il est disponible ou pas. Mais ça fait partie du personnage. C'est peut-être ça qui fait défaut aussi. On dirait qu'il manque un petit quelque chose quant au sérieux de son travail, mais il est comme ça, on ne le changera pas. Il va falloir qu'il passe à travers ces moments plus difficiles. Alek Manoah, qui présentement est le favori pour le poste de lanceur numéro 5 des Blue Jays, puis je dis numéro 5, s'il performe à la hauteur de son talent, peut-être qu'on va décider de le trouver un petit peu plus important qu'Yusei Kikuchi, mais disons pour un poste de partant en général, mais c'est quoi la compétition dans les faits? Tu as un Yariel Rodriguez qui est là, mais qui n'a pas lancé depuis un an. Est-ce qu'il est prêt à être partant dans le baseball majeur? Moi, je ne suis pas prêt à dire ça. Tu as des gars comme Bowden Francis, comme Mitch White, qui n'est pas. Mitch White, il apporte de la profondeur dans la rotation, mais écoute, si tu es rendu à Mitch White, c'est que il est le temps que tu explores le marché des grands si tu veux mon avis. Donc, jusqu'à quel point ça va y prendre un camp juste correct pour se faufiler dans cette chaise-là de numéro 5 pour commencer l'année, d'après toi? Ben, il est favori par défaut. C'est plate à dire, mais c'est parce qu'il n'y a pas de compétition pour le poste de numéro 5. Tu parlais de quatrième partant, de déloger Yosei Kikuchi. Ça, j'y crois pas. Si Star il a un poste dans la rotation partante, ça va être comme lanceur numéro 5. Mais c'est ça, il n'y a pas de compétition. Rodriguez a beaucoup de potentiel. On sait ce qu'il est capable de faire. Ça fait longtemps qu'il ne l'a pas fait, par contre. De là à lui donner une charge de travail qui va être beaucoup plus élevée que pour un releveur, je ne pense pas qu'on est rendu là pour les Blue Jays, puis ça pourrait être dangereux. Ça pourrait occasionner des blessures. Donc, ça ne serait pas la bonne stratégie. Donc, à moins d'un effondrement, on sait qu'il est capable, mais son poste est quasi assuré. On parle de gestion des attentes. S'il y en a un envers qui les attentes sont grandes, c'est Vladimir Guerrero Jr. On sait qu'il y a plusieurs frappeurs qui ont déçu à Toronto en 2023. George Springer aurait pu en donner plus. Dalton Varsho aurait définitivement pu en donner plus. Alejandro Kirk en a pas donné assez par rapport aux attentes qui avaient été placées en lui, évidemment, avec la transaction de Gabriel Moreno. Mais ça part malgré tout de Vladi. Si ce gars-là performe à la hauteur de son talent comme il le fait en 2021, il transforme complètement cette organisation-là. Lui aussi, il est débarqué au camp, il est dans la meilleure forme de sa vie. Il a travaillé fort à Dunedin durant l'hiver. Il n'est pas nécessairement allé souvent à la maison en République dominicaine. Il a passé beaucoup de temps en Floride. Il a perdu du poids. Il ne s'en fait pas avec l'arbitrage. Donc, tu sais, présentement, tout est beau sur papier. C'est ça la beauté du camp d'entraînement, évidemment. Jusqu'à quel point ça va se transposer durant la saison, c'est là que ça se passe parce qu'à un moment donné, c'est beau parler, mais on va attendre des résultats concrets de la part de Vladi aussi. Exact. Tout est beau jusqu'à temps que ça aille mal et ça va finir par arriver sur une saison de 162 matchs. On a des creux de vague. Ça va finir par arriver, devra s'en sortir. L'an dernier, c'est ça qui était plus difficile. On dirait qu'il n'était pas capable de prendre son rythme et de surmonter ces difficultés-là au bâton. Il n'était pas capable de s'ajuster aux lanceurs adverses également. Donc, ça va être une chose qu'il devra faire lors de la prochaine saison. Oui, dans une meilleure forme, mais je trouve ça fascinant parce que cette année, il a fait les efforts pour être en meilleure forme, pour être prêt au camp d'entraînement.
mais pourquoi il ne l'a pas fait par le passé? C'est un joueur professionnel. À chaque année, il devrait arriver dans cette forme-là. Donc, ça laisse un peu quelques questions en suspens. On peut questionner un peu son sérieux quant au baseball majeur, mais là, il a fait les efforts pour y arriver. Puis on va voir si ça va donner des résultats sur le terrain parce que les Blue Jays, ça passe par Vladimir. Toutes les formations de la MLB, ça passe par leur leader, leur meilleur joueur. Si ce joueur-là, ça ne fonctionne pas, mais le reste de l'alignement, bien, ça suit. On a un commentaire ici de la part de mon père, évidemment, qui se présente encore une fois. Merci d'être là pour ce live, un classique Oui. des lives de Passion MLB. Le plaisir de jouer, c'est vrai qu'on l'a perdu un petit peu. On a senti qu'il l'a perdu. Est-ce que tu penses qu'il est un peu dans sa tête? Tu sais, lui et Beau Bichette, présentement, les deux sont à 2 ans de l'autonomie. C'est une situation qui est importante quand même pour les Blue Jays parce que si ces deux gars-là partent en même temps, on s'entend qu'on ne parle plus du tout de la même franchise. Ça joue dans la tête des partisans, ça joue assurément dans la tête des dirigeants. Jusqu'à quel point ça joue dans la tête des gars aussi qui se disent hey, si j'ai 2 bonnes saisons, là, je peux cacher parce qu'on a vu qu'il y a de l'argent quand même sur le marché des agents libres pour ceux qui signent, là, parce qu'il reste encore des gars à signer. Là. Je ne pensais Ça pas qu'à dépend de la ton fin du mois agent. de février. Oui, c'est ça. C'est ça. Les deux ne sont pas représentés par Boras, donc ça, Non, c'est ça. c'est un T'es bon point, correct. mais jusqu'à quel point tu penses que les gars sont dans leur tête en ce moment? Ben, c'est sûr que ça a un impact. On peut pas mettre ça de côté complètement puis continuer à jouer puis faire comme si ça n'existait pas. C'est là. On est à 2 ans de Mhm. l'autonomie, puis c'est une des décisions les plus importantes de la vie de chacun des joueurs, avec qui ils vont signer, pour quel montant. Il y a les familles qui sont impliquées. Par contre, si on compare Bobichette et Vladimir, on s'entend que c'est pas la même situation. On dirait que Bobichette gère mieux cette situation-là, peut-être que Vladimir. Et peut-être aussi que le club gère mieux la situation avec Bichette qu'avec Vladimir. Donc, c'est difficile de comparer les deux situations, mais c'est sûr et certain que ça a un impact. Puis, ça a un impact cette année et encore plus l'année prochaine, alors que ça va être la dernière année de leur contrat. Moi, le sentiment que j'ai, là, c'est que tu sais, peut-être moins Beau Bichette parce qu'il avait déjà signé un contrat de 3 ans pour l'amener à l'autonomie. Il ne va pas année par année. Il a connu quand même une belle saison 2023. Une chance qu'il a été là à Toronto. Tu sais, les blessures ont déraillé, mais ça, c'est autre chose. Mais Guerrero, j'ai l'impression que l'hiver qui vient de passer, c'était pas le bon moment pour négocier pour lui parce que ça faisait 2 saisons en dessous de ses standards. Puis là, s'il connaît une grosse saison, dans 1 an, il va se dire ben, écoute, je suis juste à 1 an de l'autonomie. Est-ce que je peux vraiment me priver de ça quand c'est au bout des doigts, là, je le sens, c'est là. J'ai l'impression que ça va être dur à ce point-ci de les empêcher, en raison de la saison plus difficile en 2023, là, de les empêcher d'aller goûter à ce marché-là, ultimement, là, en raison des circonstances. Là. Oui, c'est plutôt rare, hein, un joueur qui va signer un contrat à long terme à une seule année de son autonomie. Souvent, ça Ouais. va être des jeunes joueurs qui vont signer à un très jeune âge, un contrat de 10-12 ans. Mais quand on est à 1 an, est-ce que le gain net est vraiment important pour signer un contrat à long terme alors qu'on pourrait aller chercher avec toutes les formations qui vont nous faire des offres ou presque, un montant faramineux. Donc, ça serait très surprenant qu'un des deux ou même les deux signent avec les Blue Jays avant de se rendre au bout de leur contrat. Saison morte des Blue Jays de Toronto, mon cher Sébastien. Elle Ça n'a était pas morte. été extraordinaire. C'était Elle mort, était c'était mort. morte, oui, c'est ça. Une, une fois l'histoire de l'avion terminée, on Oui, sait tous exactement de quoi on parle avec l'histoire de Shohei Ohtani, qui était à ce moment-là l'avion le plus suivi au monde, pendant que Shohei Ohtani lui-même suivait ça de sa maison en oui, Californie, avec la ferme intention de signer avec les Dodgers. Une fois que ça s'est passé, bon, il y a eu des Isaiah Kenner-Falefa, il y a eu des Kevin Kiermaier, il y a eu Yariel Rodriguez, il y a eu Justin Turner, et c'est ça. Daniel Vogelbach, C'est, faut pas que tu l'oublies. oh, écoute, Daniel Vogelbach qui n'a pas joué défensivement depuis 2 ans, qui va racheter, là, tu te souviens-tu, il avait joué, je pense, 2 parties en 2020 avec Toronto. Ça a Oui, été c'était probablement déjà trop, mais un passage marquant. oui, c'est ça. Euh, donc, tu sais, il y a des gars comme ça, Escobar aussi, là, tu sais, qui a signé un contrat des mineurs. Pas d'ajout majeur à cette formation-là, surtout du remplaçage. Tu sais, dans les faits, Justin Turner, qui est un ajout qui est intéressant, mais il vient remplacer Brandon Belt, qui a été, tant qu'à moi, en deuxième moitié de saison, peut-être l'un des meilleurs, si ce n'est pas le meilleur frappeur des Blue Jays. Tu sais, t'as Whit Merrifield qui est parti, qui a été remplacé par IKF. T'as Kiermaier qui vient remplacer Kiermaier. T'as Yariel Rodriguez qui peut remplacer un gars comme Injun Ryu s'il arrive à devenir partant. Donc, tu as eu une saison en deçà des attentes, puis tu connais ce genre de saison morte-là.
gros sentiment de sentiment non accompli, justement. Oui, en plein ça. On n'a pas une meilleure formation que l'an dernier. Ça, c'est sûr et certain. Puis l'an dernier, on n'a pas répondu aux attentes. Donc, on ne s'attend pas à ce qu'ils répondent aux attentes encore cette année. Puis on a des doutes sur, tu sais, la saison morte n'est pas terminée, c'est le camp d'entraînement, il reste encore du temps, mais on ne s'attend pas vraiment à ce qu'une signature arrive un peu de nulle part, sauf peut-être Matt Chapman qui pourrait revenir à Toronto s'il baisse ses attentes salariales ou s'il baisse le nombre d'années qui est relié à son contrat. Mais on a un gros trou au troisième coussin. Justin Turner, qui ne sera pas le joueur de troisième but régulier de l'équipe, c'est un vétéran, va agir à titre de frappeur de choix. Tu ne veux pas nécessairement avoir Connor Ferlefa comme joueur de troisième but régulier. C'est un joueur qui peut jouer un peu partout sur le terrain, mais il est là un peu comme joueur de banc. Donc, on a vraiment un gros trou à cette position-là. On a un trou au deuxième coussin aussi. Tu as parlé de Whit Merrifield. Il a accompli des belles choses l'an dernier. Ouais. Puis c'est un leader également. Donc, je ne pense pas que Kevin Biggio puisse amener ce leadership-là, des Santiago Espinal. Donc, on n'a vraiment pas une meilleure formation que l'an dernier. Et pourtant, on s'en va à la guerre contre les mêmes équipes ou presque. Les Orioles de Baltimore qui se sont améliorés, les Yankees de New York également, même si on a des lacunes dans la rotation partante. Les Rays de Tampa Bay, mais comme à chaque année, ils vont être là. On ne sait pas comment, mais ils vont être Exact. là. Donc, ça va être difficile. S'il n'y a pas de mouvement de personnel dès maintenant ou au cours de la saison, on risque de travailler fort. Alexandra Philibert, Alex, qui était avec Patient MLB avant, qui nous rappelle justement que Turner a quand même 39 ans, donc ça fait en sorte que c'est un joueur qui est plus âgé. Tu sais, tu as parlé du trou au deuxième, tu as parlé du trou au troisième aussi. On peut même dire dans le champ extérieur, parce qu'on n'aura pas durant 162 matchs le trio Varsho, Kiermaier, Springer. Il va avoir des journées de DH, il va avoir des journées de congé. Donc, ça va prendre quelqu'un qui prend des manches assez régulièrement dans le champ extérieur. Mais présentement, le trou est au troisième but. Puis, tu sais, la grosse question, c'est ça, ultimement. Tu sais, Nick Hull qui nous dit on va pas avoir un gros troisième but avec les Blue Jays. C'est pas mal ça en ce moment. Tu sais, la réalité, c'est que il y a Matt Chapman qui est sur le marché. Mais moi, de la façon dont je le vois, c'est si tu vas pas le chercher en ce moment, tu as vraiment un hiver qui est. Tu te retrouves avec une équipe qui est vraiment inférieure à celle de l'année précédente. Puis si tu vas le chercher, tu te retrouves à peu près avec ce que tu avais l'an passé. Puis on se rappellera que c'est une équipe qui a déçu. Donc, est-ce que le meilleur des scénarios, c'est de revenir où est-ce qu'on était? Puis pour y arriver, il faut que tu mettes beaucoup d'argent, puis il faut que tu dépasses la taxe de luxe, puis que tu payes un montant de taxe de luxe. C'est tout ça le meilleur scénario en ce moment pour un Matt Chapman qui, je te le rappelle, là, à partir du 1er mai, là, c'était pas exactement le meilleur frappeur de la Ligue non plus. Là. Non, exactement. Excellent défensivement, mais au bâton, c'est plus difficile. Puis ben là, c'est de décider si on y va avec un Matt Chapman, qu'on dépasse le seuil de la taxe de luxe, aussi bien y aller pour vrai, puis aller chercher d'autres éléments qu'on va avoir besoin pour se rendre plus loin que l'an dernier, parce que c'est pas avec un Matt Chapman, selon moi, qu'on va se rendre plus loin que les dernières séries éliminatoires. Donc, tu sais, je pense qu'on a trop de joueurs de bas de l'alignement présentement chez les Blue Jays. On n'a pas vraiment de cinquième frappeur, de sixième frappeur. On a des joueurs qui sont excellents défensifs, qui peuvent frapper dans les rôles 7, 8, 9 de l'alignement offensif, mais d'avoir des frappeurs qui peuvent faire le travail comme 5 et 6, là, présentement, on n'en a pas. Puis d'amener un Matt Chapman, oui, ça pourrait aider à ce niveau-là s'il connaît plus de succès que l'an dernier offensivement. C'est sûr que ça stabilise, par contre, ta défensive à l'avant-champ. Exactement. Donc, on verra ce que ça va donner là, par rapport à ces Blue Jays-là. Notre collègue Pascal Harvey de Passion MLB qui nous dit les lanceurs des Jays devront encore dominer pour camoufler les lacunes offensives. Comme l'an Je te dernier. repose une question un peu. Exactement. Mm. Je te repose une question un peu par rapport à ça. Est-ce qu'ils vont devoir aussi camoufler les lacunes du gérant? Parce que je sais que John Schneider, c'est pas nécessairement ton. Tu le places peut-être par rapport à Aaron Boone, il est où? Là? On va Ah, régler ça une fois pour c'est toutes. un excellent duo. Là. D'avoir les Ah oui, deux hein? dans un abri, ouais, je serais très à l'aise. Mais c'est dur de camoufler les erreurs du gérant quand tu te fais retirer du match alors que tu es en plein contrôle. Ouais. C'est ça va être difficile. Ça sera pas une année facile là, pour John Schneider, on est d'accord avec ça. Ça va Ouais, prendre des résultats assez rapidement, là, on va se le dire comme ça. la pression est forte. Euh,
Ouais, absolument. Ça met fin à notre petit bloc sur les Blue Jays. Sébastien, on va aller maintenant à notre bloc sur l'actualité du baseball en général. J'invite les gens là, qui ont des questions, que ce soit par rapport aux Blue Jays, que ce soit par rapport à l'actualité, à nous les poser. Je vois beaucoup de commentaires par rapport à ce qu'on dit, puis on aimerait aussi avoir, là, si vous voulez, là, des questions sur des sujets sur lesquels on ne discute pas. À la fin de l'émission, là, on va prendre des questions, puis on va y répondre. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions aussi par rapport aux Québécois dans le baseball majeur ou à des sujets qui vous touchent, là, mais desquels on n'a pas nécessairement parlé non plus. Mais pour l'instant, Sébastien, on s'en va ailleurs dans la MLB. Ailleurs dans la MLB, ça nous amène forcément à Los Angeles. C'est le premier podcast de l'année, donc on va faire un petit recap. On va vous apprendre que les Dodgers ont été actifs cet hiver. Hein? Je ne sais pas si vous savez, là, il y a deux joueurs, là, Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto, ils ont été un peu médiatisés au cours de la saison morte. Les deux qui ont Légèrement. fini avec les Dodgers et les deux finalement qui ont fait leur début cette semaine dans les cactus sous les couleurs des Dodgers. Shohei Ohtani qui a frappé la longue balle. Yamamoto qui a été complètement dominant. Ça commence bien pour les Dodgers. Hein. Ça commence bien. On parlait de pression pour John Schneider, mais les Dodgers vont en avoir de la pression, là. Avec les acquisitions qu'on a faites durant l'hiver, Shohei Ohtani, Yamamoto, comme tu l'as dit, Tyler Glasnow dans la rotation. On a ajouté d'autres vétérans, James Paxton, Teoscar. Donc, tu sais, on a construit un club qui est capable de remporter les grands honneurs. Restera à traduire sur le terrain pour gagner parce que c'est pas fait. Hein. Il y a d'autres clubs. On peut penser aux Braves d'Atlanta qui vont rivaliser avec les Dodgers. Mais présentement, toute la pression est sur Los Angeles. Par contre, sont capables d'en prendre. Tu sais, c'est des joueurs qui en ont vu d'autres. On a un club de vétérans. On a un club qui a de l'expérience, qui veut gagner, qui a soif de victoire. Donc, ça va être très intéressant à suivre. Moi, la question que j'ai pour toi par rapport aux Dodgers, écoute, superbe saison morte, on n'a pas à chialer là-dessus, évidemment. La question que je me pose vraiment, c'est cette rotation-là m'inspire pas confiance. Yamamoto, je pense qu'il va avoir une superbe saison recrue, mais je pense aussi qu'il va manquer de gaz en fin de saison, peut-être malheureusement pour les Dodgers en série, parce que c'est un lanceur qui est habitué de lancer une fois par semaine. Là, il va lancer une fois aux 5-6 jours avec les Dodgers. Ça peut être similaire en début d'année, mais rendu en août, en septembre, ça se peut que ça commence à faire beaucoup pour son bras. Je regarde un gars comme Tyler Glasnow. C'est un gars qui va lancer 120 manches dans le meilleur, dans le meilleur des manches. Ouais. Il ne peut pas manger des manches. Je regarde les blessés. Des gars comme Clayton Kershaw qui ne reviendra pas tout de suite, il va revenir au cours de l'été. Walker Buehler qui est blessé, Dustin May qui est blessé, Gonsolin qui est blessé, James Paxton qui va inévitablement se blesser aussi. Tu as des bons jeunes, des Bobby Miller, des Emmett Sheehan qui sont bons, mais ce pas des gars qui peuvent mener une rotation. Moi, ma question, c'est qui va manger des manches dans cette rotation-là? C'est qui va être prenons l'exemple, on parlait des Blue Jays tantôt, un Chris Bassett qui a lancé un 200 manches, ça aide à ne pas exposer ta relève. J'en vois pas présentement du côté des Dodgers et c'est ça qui me fait peur dans cette formation-là, parce que sinon, je ne suis pas capable de te nommer un défaut. Là, c'est vraiment une formation complète, mais la rotation, c'est quand même le nerf de la guerre. Puis moi, elle ne m'inspire pas confiance. Non, t'en vois pas parce que justement, il n'y en a pas vraiment au moment où on se parle. Tu as parlé de Bobby Miller, ça n'est un autre qui excellent jeune lanceur, mais n'a pas lancé une saison complète dans le baseball majeur jusqu'à Exact. maintenant. Donc, on ne sait pas ce Exact. qu'il est capable de donner sur une longue saison. Puis, tu sais, notre objectif, c'est de se rendre jusqu'au bout. Donc, oui, il faut traverser la saison régulière, mais rendu en séries éliminatoires, c'est une autre chose. On a besoin de continuer. J'ai l'impression que probablement qu'on va y aller avec un comité pour les lanceurs 4 et 5. On va rotationner, on va essayer d'étirer sur 6 départs au lieu d'y aller avec 5 parce qu'on n'aura pas le choix. Si on veut ménager nos bras jusqu'au bout, on n'aura pas le choix de faire ça. Puis un Clayton Kershaw va revenir, mais dans quel état, on ne le sait pas. Il avait perdu de la vélocité sur sa balle rapide. Il lançait ça en plein cœur du marbre. Donc, ça va être difficile si c'est encore le cas ou s'il l'a amélioré, mais là, peut-être qu'on va pouvoir lui en donner un peu plus. Ailleurs dans la MLB, on peut se diriger chez les Yankees de New York. Les Yankees qui ont frappé l'autre gros coup en allant chercher un Juan Soto.
Ça a coûté cher, ça a coûté toute la profondeur sur le monticule. Là. Dans le fond, là, je pense qu'on va le résumer comme ça. Là. La profondeur, il n'y en existe plus chez les Yankees sur le monticule. Le but, c'est de gagner les matchs 8-7, des bons vieux matchs offensifs. Euh, ça va être difficile sur le monticule un peu à ce niveau-là, je pense, surtout si on compte sur des Carlos Rodon qui doit revenir en santé, mais là encore, c'est le camp puis ça va bien, mais on verra quand la saison va commencer. Marcus Stroman, c'est la même chose. Nestor Cortez Jr., c'est la même chose. Mais au moins, il y a une attaque qui est là à tout casser. Puis moi, j'ai vraiment hâte de voir Juan Soto frapper devant Aaron Judge. Juan Soto qui est une machine à se rendre sur les sentiers, il est capable de frapper la longue balle, mais si tu lui donnes juste des balles, OK, pas de problème. Je vais le prendre, mon premier coussin, puis un petit Aaron là, derrière moi, là, Ouais, c'est ça. un petit gars comme ça là, qui est assez capable de frapper la balle, là, puis lui, il va s'organiser pour me faire rentrer avec un double productif ou un circuit au bord de la clôture. Fait que ce duo-là m'intéresse beaucoup, puis je trouve que c'est une bonne idée de faire frapper Soto avant Judge. Oui, oui, c'est ça. On n'a pas le choix de le faire frapper au deuxième rang du rôle offensif. Tu l'as dit, c'est une machine à but sur balle. Il va faire son petit shuffle, il va faire son petit mouvement de bassin, il va la laisser passer, va s'en aller au premier but. Comme tu l'as mentionné, Aaron Judge va compléter le travail. Ou je ne serais pas surpris qu'à certains moments, on ait 2 buts sur balle consécutifs parce qu'on ne voudra pas les affronter. Si c'est un Giancarlo Stanton qui suit, ben, plus facile à retirer sur 3 prises. Anthony Rizzo, même chose. Donc, Aaron Boone va avoir des décisions à prendre dans son rôle offensif, mais on a toute une force de frappe à New York. On a adressé cette lacune. On avait un trou au champ extérieur. On ne savait plus qui placer au champ gauche. On est allé chercher Juan Soto qu'on va mettre dans la droite, un Alex Verdugo, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est mieux que tout ce qu'il y avait à New York l'an dernier dans la gauche. Donc, ça amène. Oui, exactement, non, ça. Donc, ça amène de la profondeur dans l'alignement. Mais c'est la rotation qu'on a des gros points d'interrogation. Si on ne va pas chercher un Blake Snell ou un autre gros lanceur par voie de transaction, parce que c'est une des autres possibilités, un Dylan Cease, un Shane Bieber peut-être. On va avoir un trou là, à combler, puis toute la pression va être sur Garrett Cole, qui fait très bien, a remporté le trophée Cy Young, mais ne peut pas tout faire seul. Là. Je veux qu'on reste un petit peu sur l'alignement des frappeurs, puis on jasera, si tu veux, après là, des lanceurs. L'alignement des frappeurs, là, écoute, on peut supposer que ça va être DJ LeMahieu qui va frapper devant Soto puis devant un gars comme Aaron Judge. Tu vois qui comme quatrième frappeur? J'imagine qu'on va le donner à Giancarlo Stanton, quelque chose comme ça. Aaron Boone, c'est un gars qui va beaucoup avec ses vétérans. Ça va prendre quel genre de début de saison pour qu'un Anthony Volpe devienne un premier frappeur? Parce que ce serait excitant ça, quand même pour la suite des choses. Évidemment, je ne te dis pas s'il frappe pour 2-14 rendu au mois de mai de le placer premier frappeur. C'est pour ça que je suis en train de te dire. Mais s'il y a un bon début de saison, un très bon début de saison, est-ce que c'est automatique qu'on va le placer ou va vraiment, vraiment, vraiment falloir que son début de saison de qualité s'étire pour qu'on lui donne cette opportunité-là de la part d'un Aaron Boone qui, comme je l'ai dit, tu me l'as déjà dit aussi plein de fois, c'est un gérant de vétéran. Oui, exactement. Puis il va y avoir deux facteurs, la saison de Tony Volpe et celle de DJ LeMahieu. DJ LeMahieu devrait commencer comme premier frappeur. Si ça va bien, s'il redevient le DJ LeMahieu qui sera sur les sentiers, qui frappe au champ opposé, avec Soto et Judge qui suit, ben on va le laisser là. DJ LeMahieu a été souvent blessé dans les dernières années, n'était pas capable de mettre complètement son poids sur sa jambe, donc ça l'empêchait de pousser la balle au champ opposé. Est-ce qu'il est complètement en santé cette année? Si c'est le cas, ben peut-être qu'il va recommencer à se rendre sur les buts de façon régulière. Et là, on va le laisser là. Mais Anthony Volpe démontre de belles choses. Il a quand même eu un milieu de saison très difficile. C'est normal pour une recrue, mais c'est un gars qui est capable de voler des buts. C'est un gars qui est capable de frapper avec puissance, capable de se rendre sur les buts. Donc, s'il met tous ses atouts au bâton, pourrait devenir le premier frappeur de l'équipe si DJ LeMahieu en arrache. Tu parlais de la rotation un peu tantôt. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu vas t'ennuyer de Michael King? Je pense pas que c'est une phrase qu'on s'attendait à prononcer il y a quelques mois. Là, on l'a essayé un petit peu Ouais. par principe, je sais pas, en fin de saison, comme partant, puis finalement, ça a été une des pièces maîtresses pour aller chercher Juan Soto, là, qui l'eût cru, mais Mhm. ultimement, avec cette profondeur-là qui est quand même absente chez les Yankees, vas-tu t'en ennuyer de Michael King? Ben, c'est sûr et certain. Si c'est le Michael King qui a lancé l'an dernier, les Yankees vont s'en ennuyer parce qu'il amenait quelque chose qu'on n'avait pas. Il était capable de prendre des manches, on en parlait tantôt, mais Michael King était capable de le faire autant comme lanceur partant qu'en provenance de l'enclos de relève. Donc, c'est un lanceur qui est polyvalent, que tu peux placer dans plusieurs situations.
Des fois, on utilisait un opener, c'est lui qui arrivait par la suite. Donc, c'est sûr que ça laisse un trou dans la rotation partante. Présentement, on n'a pas de cinquième partant, mais il serait préférable d'avoir un lanceur qui est capable de lancer au poste de numéro 2 et 3 et de reculer les autres pour avoir plus de profondeur et d'enlever la pression sur des lanceurs qui souvent sont blessés. Question pour toi, très simple en restant dans cette division-là d'Est de l'américaine. Ça s'intitule Qu'est-ce qui se passe à Boston? Rien. T'as-tu une autre OK, je me question suis ou? non, malheureusement, j'étais à la fin de Ah, ma liste comme ça. Mais écoute, tu sais, on voit que c'était pas Chain Bloom le problème, hein, quand même. non. Tu sais, on met un autre patron des opérations baseball, mais quand tu as le budget que tu as, puis quand tu as des patrons qui sont aussi radins que ceux des Red Sox, Hmm. à un moment donné, il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire. Dommage pour les partisans des Red Sox parce que une MLB en santé passe par une rivalité Yankees-Red Sox qui est Mhm. à son apogée. Les Yankees sont allés chercher Juan Soto. Peut-être qu'il va être là pour juste un an, peut-être qu'il va rester à longtemps, mais ça aurait été le fun de capitaliser là-dessus pendant en plus qu'il y a un documentaire Netflix qui se tourne Oui. sur cette année-là. OK, nouvelle question. J'ai plein de questions pour toi. Qu'est-ce qu'ils vont dire dans ce documentaire-là? Ils vont-tu dire Rien, tous les joueurs qu'ils encore, sont pas allés encore. chercher? Oui, c'est ça. Ils vont demander à Raphaël Devers, veux-tu être la vedette de ce documentaire-là? C'est un gars plus réservé. Il dit, ah non, pas nécessairement. Ça va être qui la vedette? Nouvelle question. Ça va être qui la vedette de ce documentaire-là, Il Sébastien? y en a-tu d'autres? Je sais pas. Ça va-tu juste Mais être, voici comment Alex Cora a fini par partir de Boston? ça se peut très bien. Ça risque d'arriver à un moment ou à un autre. On va espérer pour les partisans des Red Sox que ça soit plus tard que tôt, mais Ouais. c'est très spécial ce qui se passe à Boston. Hein. Tu sais, tu parlais des Mhm. Yankees. Oui, on ne gagne pas nécessairement des championnats. Oui, on peut blâmer le propriétaire Al Steinbrenner sur certains aspects, mais quand même, on dépense. Tu sais, Ouais. on fait des revenus, on les réinvestit en partie dans Mhm. l'alignement. Mais à Boston, c'est vraiment pas le cas, là. Puis j'ai souvent blâmé Shane Bloom, puis finalement, je me suis trompé parce qu'il y avait les 2 mains liées, il ne pouvait pas rien faire avec Ah cette ouais. équipe-là. Alors qu'il n'était pas si loin d'avoir un club compétitif, aurait pu faire quelques ajouts. On avait l'argent pour le faire, mais non, on va laisser ça aller. On va échanger nos vétérans, ce qu'on n'avait jamais fait depuis plusieurs années. Mhm. Donc, c'est triste ce qui se passe à Boston. Puis, tu sais, être un partisan des Red Sox, tu te dis, est-ce que je vais aller encourager ce club-là, aller mettre de l'argent pour aller remplir les poches du propriétaire en sachant très bien qu'il n'y aura absolument rien Mais sur le non. terrain pour cette année, puis probablement pour les années à venir. Ben non, exactement. Tu sais, c'est spécial que c'est les Yankees puis les Orioles. Tu sais, comme Nico en parle, Mm. les Yankees ont du gros stock avec les Orioles. C'est ces deux équipes-là qui sont à battre dans la division. C'est pas normal, en tout respect pour les Orioles de Baltimore, là, qui ont vraiment un beau futur, en plus avec un nouveau propriétaire qui arrive. C'est pas normal que ce soit les Orioles qui soient au cœur de cette histoire-là. C'est pas normal que la rivalité soit avec Baltimore. Tu sais, faut que ce soit avec Boston. Donc, ça, c'est un petit peu dommage à ce niveau-là, mais à un moment donné, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Ils ont Jordan Montgomery qui est littéralement dans leur cour. Sa Oui, femme il qui attend. fait sa résidence de médecine, si je ne me trompe pas, à Boston. Ils ont habité durant la saison morte à Boston. Il est là. Les Rangers n'ont pas les fonds pour le signer à cause du contrat de télé. Il est là à Boston. Il leur parle par Zoom. Puis ils ne sont pas capables de le signer. Puis écoute, parlons-en justement des agents libres parce qu'il en reste quelques-uns. Ça, c'en est un gros, Jordan Montgomery. Tu le vois-tu finalement à la Boston ou tu te dis, ben non, ils sortiront pas l'argent puis il va être obligé de signer avec les Angels de Los Angeles, mettons? Ben, je vais te retourner une question. Toi, tu signes-tu avec les Red Sox ou avec les Angels si t'es Jordan Montgomery? Eh boy, je pense que je peux. C'est vrai. C'est chiant quand c'est tes deux seules options. Je vais dire Boston juste parce que c'est une franchise historique, mais non, non, ces gars-là sont pas dans une situation facile Non. quand Boston n'est pas un joueur, quand les Mets sont pas un joueur, quand les Padres sont pas un gros joueur comme ça l'a été dans les dernières années, ben forcément, ça te coûte des options. Jordan Montgomery, j'ai hâte de voir où est-ce qu'il va aller. On dirait que j'ai envie de prédire qu'il va aller à Boston quand même, mais j'ai l'impression que le prix va être bien, bien bas pour qu'il signe là-bas. Sébastien, si je te le pose en petite rafale comme ça, justement, parlons-en là, des gros clients de Scott Boras. Blake Snell, est-ce que tu le vois à New York? Est-ce que tu le vois à San Francisco avec les Angels? Où est-ce que tu le vois, Blake Snell? Mais c'est très difficile à dire parce qu'on ne sait pas quel genre de contrat il va signer. Je pense de plus en plus que
tous les clients de Boris qui restent présentement vont diminuer leurs attentes autant du point de vue salarial que le nombre d'années, comme ça a été le cas pour Cody Bellinger. Je pense qu'on est rendu à un point de la saison morte que là, Ah on ouais. ne peut plus, là, on peut plus Mm. reculer. On est rendu là, il faut baisser nos attentes, puis on n'aura pas un contrat. Mhm. Je serais très surpris qu'un club donne un 6-7 ans à un de ses clients-là. Donc, c'est Ouais. dur de prédire où il va se retrouver en fonction de ces éléments-là. Mais on entend que les Giants sont très enclins à le signer. Mais est-ce que c'est réciproque? Ça, c'est un autre dossier parce qu'on dirait que personne ne va aller à San Francisco. Non, c'est ça. Il y a peut-être Matt Chapman qui va aller à San Francisco. Mhm. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un de ces agents libres-là qui va aller à San Francisco, que ce soit probablement Chapman ou Snell. Je pense pas nécessairement Montgomery. Je pense qu'il y en a un des deux, peut-être même les deux, qui vont aller là sur un petit contrat. Mais évidemment, là, ça restera à voir. Sébastien, le temps file. On ne veut pas faire un podcast d'1 heure et demie non plus. On a quelques questions qui sont en attente comme ça. Donc, j'ai envie qu'on passe à la période de questions. On a quelques questions comme ça qui sont en attente. Là, si vous voulez nous les poser par rapport au baseball majeur, au baseball en général, c'est le temps. Maintenant, on est en fin d'émission, donc saisissez la chance pendant qu'elle passe. Question ici de mon père. Quelle équipe peut talonner les Dodgers dans la division ouest de la nationale? J'ai envie de la poser, puis peut-être même de l'étaler tu sais, si tu veux répondre à l'ouest, mais si tu veux répondre dans la nationale en général aussi, parce que j'ai l'impression que la réponse n'est pas nécessairement dans l'ouest. Non, probablement pas. On a les Diamondbacks de l'Arizona qui, l'an dernier, se sont rendus très loin. On a pris de Mhm. l'expérience. C'est de l'expérience qui ne s'achète pas. On a une jeune formation, mais ce qu'on Ouais. a vécu l'an dernier, on va pouvoir le transposer cette année, mais on n'a pas les effectifs pour talonner les Dodgers, je pense, dans la division. Probablement qu'on va se tailler une place en séries éliminatoires comme l'an dernier, mais de là à sortir les Dodgers, à les déloger, j'y crois pas. Par contre, on l'a dit tantôt, les Braves d'Atlanta, on a une équipe expérimentée. On a ajouté un Chris Sale dans la rotation. Ça nous a, pour ma part, ça ne nous a pas coûté trop cher. Le risque n'est pas trop grand. On le sait qu'il est souvent Vraiment pas. blessé. C'est ça. Fait que, s'il est en santé, c'est un gros plus dans la rotation. Donc, c'est probablement la seule équipe qui est capable de rivaliser avec les Dodgers dans la nationale. Puis si les deux équipes se rendent en série de championnat, on va avoir tout un spectacle. Écoute, la bonne réponse, c'est les Braves d'Atlanta. Là, il n'y a pas de bonne réponse, mais il y a une bonne réponse. J'ai Toi, envie dans de l'Ouest? soumettre dans l'Ouest, écoute, il y a les Diamondbacks qui se sont améliorés, justement. Les Giants n'ont pas les ressources nécessaires, les Padres et les Rockies, définitivement pas non plus. J'y vais avec les Braves d'Atlanta. Il y a une équipe, je ne sais pas s'ils sont capables de rivaliser nécessairement, mais c'est une équipe que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ce qu'ils apportent depuis 2 ans. Penses-tu que les Phillies, dans une série contre les Dodgers, ont des chances? Ben, on parlait d'expérience, ça en est une équipe avec de l'expérience, avec un Bryce Harper qui en a vu d'autres. On s'est rendu très loin dans les dernières années. L'année passée, ça s'est peut-être moins bien terminé, ou on s'est rendu moins loin qu'on le pensait. Par contre, Mhm. on a quand même une formation très puissante au bâton. On a de très bons lanceurs. Le talon d'Achille, c'est toujours la relève à Philadelphie. Mais si on adresse cette lacune, c'est n'est pas catastrophique, mais si on ajoute des pièces à cet enclos de relève-là, oui, on a une équipe qui peut. Tu sais, les Dodgers, on n'a pas un historique de gagnants beaucoup. Donc, on peut arriver dans une série face aux Phillies puis Ouais. choquer. Donc, les Phillies, eux, ont l'expérience, ont gagné, se sont rendus loin. Donc, oui, ça pourrait être une bonne option. Puis, tu sais, un aspect qui peut avantager les Phillies, là, c'est peut-être technique rendu là, mais ça fait 2-3 ans avec le nouveau format de série qu'on voit que d'avoir une petite pause pendant qu'il y a un 2-3 qui se joue, Mm. ça peut jouer contre toi. Les Phillies pourraient ne pas avoir cette pause-là parce que ça risque d'être les Braves qui gagnent la division. Donc, peut-être que les Phillies pourraient prendre du momentum pour éventuellement battre les Dodgers. Mais écoute, on n'est pas rendu là encore. Mais ne sous-estimons pas trop les Phillies. C'est ce que j'ai envie de te dire. Non, mais puis ils l'ont fait l'an Sébastien, dernier avec les Braves. Mhm. Mm. Ça fait 2 ans qu'ils battent les Braves. Oui, c'est ça. Donc, c'est quand même intéressant. Ouais. Sébastien, as-tu vu passer sur les réseaux sociaux les images de Joey Votto qui Oui. cherche désespérément une job? La récente, il a dit là, que s'il n'y avait pas de contrat, là, il allait arrêter
en protestant, là, il allait arrêter de placer ses paniers d'épicerie dans le rack prévu à cet effet. Des grosses menaces, hein? Écoute, on y va avec l'artillerie lourde. Martin Hull qui nous demande où pourrait se retrouver Joey Votto. À ce point-ci, on dirait que il n'y aura pas une job de partant à ce point-ci. Jusqu'à quel point il est prêt à accepter une job de joueur de banc? Je pense que c'est la question qu'il faut se poser aussi là, dans le cas de Joey Votto. Oui, mais c'est sûr que la réponse logique, ça serait Toronto, mais on n'a pas de place à Toronto pour ce genre de vétéran-là. De ramener un joueur canadien à Toronto, ça serait extraordinaire, mais c'est pas dans l'optique du club d'y aller. On a déjà ajouté un Justin Turner, donc on n'ira pas dans cette avenue-là. Par contre, est-ce que Joey Votto est prêt à attendre aussi? Est-ce qu'une formation qui va avoir des blessés au début de la saison pourrait se tourner vers un Votto, une équipe qui aspire à se rendre loin, donc qui a besoin de leader, puis qui va avoir besoin de profondeur en raison des blessures. Donc, j'ai pas l'impression que ça va être tout de suite qu'il va signer un contrat avec une équipe de la MLB. Mais au fur et à mesure que le début de saison va se dérouler, il y a toujours des blessés, donc il va avoir des opportunités. Je suis un peu dans cette optique-là. On dirait qu'on a beaucoup parlé des Angels durant la saison morte. Donc, parce que c'était dans les rumeurs, Martin, je vais dire les Angels, mais je ne sais pas jusqu'à quel point j'y crois. Je pense que la bonne réponse, c'est de dire ouais, s'il y a des blessés, peut-être que ça pourrait jouer en sa faveur. Mais qu'est-ce qu'il fait avec les Angels, hein? Comment? Qu'est-ce qu'il ferait avec les Angels? Tu sais, j'ai de la misère à m'imaginer son rôle avec les Angels qui s'en vont nulle part. Oui, oui, on a des jeunes, on peut avoir du leadership, mais tu sais, comme dernière saison, je ne suis pas sûr que je voudrais terminer ma carrière là, là. Ben écoute, il a été avec une équipe perdante toute sa carrière, donc ce serait de la continuité peut-être. Je ne le sais Ouais, pas. OK, ouais. Tant qu'à être dans les blagues, je veux en lancer une de Pascal, notre collègue Pascal Harvey, tantôt, qui l'a lancé, puis on n'a pas eu le temps de la placer, mais le monstre vert, c'est la tête d'affiche à Boston. Puis c'est une blague, mais on dirait qu'en même temps, c'est pas une blague parce qu'il n'y a pas beaucoup de vedettes là-bas, là, on va se le dire. On a des commentaires qui se mixent bien ensemble. Dave O'Connor qui nous demande de nous mouiller sur la division centrale de la nationale. Et Alex qui nous dit que ça manque de Cubs un petit peu. Donc, je vais te poser les deux questions en une. Est-ce que c'est les Cubs qui gagnent la division centrale de la nationale en 2024? Je suis pas sûr qu'on est rendu là du côté des Cubs. Oui, on a ajouté un Craig Counsell comme gérant. On a ramené un Cody Bellinger. Mais on est encore en progression, selon moi. C'est une division qui reste quand même relativement faible. Donc, je pense qu'on va se battre jusqu'au bout. On va être dans la course. Mais est-ce que les Reds de Cincinnati pourraient se hisser jusque-là? Est-ce que les Cards de Saint-Louis, ils n'ont vraiment pas eu une bonne saison l'an dernier, mais on a une bonne formation quand on regarde sur papier. On a de très bons joueurs. Puis je pense pas qu'on va accepter 2 saisons difficiles de suite. Donc, si j'y allais tout de suite, je pense que je ramènerais les Cards en tête de la centrale. Alex aussi pense que les Cubs, justement, ont encore des croûtes à manger. Euh, Les Reds, ça te dit-tu les Reds qui gagnent cette division-là? Les Cards, moi, j'aime pas leur rotation. On dirait Ouais. que j'ai de la misère on dirait que l'équipe qui va gagner cette division-là, je pense que ça va être par défaut. Je pense pas que quelqu'un va s'enfuir avec le titre de division. J'ai l'impression que ça va jouer entre les Reds et les Cubs. J'ai beaucoup de misère à voir les Cards et les Brewers dans ce portrait-là. Les Brewers qui l'ont gagné l'an passé, mais qui, je pense, s'en vont vers une reconstruction assumée et inévitable au cours des prochaines années. Les Pirates sont définitivement pas rendus là. Donc, je pense que par défaut, ça va être entre les Reds et les Cubs. Et je déteste pas les chances des Reds de Cincinnati. C'est pas fou. Sébastien, C'est pas fou. quelques petites questions ici par rapport aux Blue Jays. La job de Ross Atkins, le DG des Jets bleus, est-ce qu'elle est en danger à Toronto cette année? C'est sûr que si on ne se met pas à gagner des matchs, Alexandre, il y a des bonnes chances que. En cours de saison, je ne le sais pas, mais j'ai l'impression qu'éventuellement, en fin de saison, si on a encore pas de victoire en série, là, peut-être qu'il y a des têtes qui pourraient tomber. Là. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sébastien. Ouais, je suis à la même place. Ross Atkins, John Schneider, on est tous sur la sellette à Toronto. Ça prend des résultats. Tu sais, on n'a pas une mauvaise formation, mais on n'est pas capable de passer au prochain niveau. Puis on doit le faire dans les 2 prochaines années. Et si on ne le fait pas cette année, ça ne sera pas avec les mêmes éléments qu'on va l'essayer l'année suivante, selon moi. On va tenter autre chose parce que ça n'a pas fonctionné dans les dernières campagnes.
Donc oui, on a besoin, pas nécessairement de remporter la série mondiale, mais il faut avancer, il faut progresser, faut voir une évolution dans cette équipe-là. Puis ça, on ne l'a pas vu dans les dernières années. Donc oui, leurs emplois sont directement liés aux résultats. Alex qui nous dit qu'il vit sur du temps emprunté. Assez d'accord avec toi à ce niveau-là. Euh, Martin Houle qui nous demande quels espoirs pourrait faire l'équipe dans le futur. Ça peut nous faire penser justement à cette question-là de Dave O'Connor qui nous parle, excusez-moi, des rôles pour Spencer Horwitz et Davis Schneider. J'ai vraiment l'impression que, pas dès le début de la saison, mais Ricky Tiedemann, s'il connaît un bon début de saison dans le 3A, c'est un lanceur gaucher qui est le meilleur espoir du club. Il a tout cassé dans la Ligue d'Arizona l'an passé. Son gros défaut, c'est qu'il est souvent blessé. Mais quand il prend son air d'aller, c'est un lanceur qui peut vraiment faire la différence. Je pense, si je ne me trompe pas, que c'est le meilleur espoir lanceur gaucher du baseball majeur en général. C'est vraiment un jeune qui est très, très, très bien vu. Donc, sur le monticule, c'est probablement lui là, qui peut faire la différence. Dave qui nous parle de David Schneider, évidemment, qu'on a vu l'an passé. Je pense qu'il va faire l'équipe. Spencer Horwitz, Sébastien, tu me diras ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que c'est le genre de gars qu'il aurait pu faire le club si Justin Turner n'avait pas été signé. Mais c'est un gars qui, oui, peut jouer dans le champ, mais c'est principalement un frappeur de choix puis un joueur de premier but. Tu n'as pas besoin de 3 frappeurs de choix, joueurs de premier but dans une équipe parce qu'il y a juste 2 positions pour ça. C'est Guerrero et Turner qui ont préséance présentement. Donc, je pense que Horwitz va se mériter des rappels s'il y a des blessés, mais j'ai l'impression que ça va être dur de forcer la main de l'équipe cette année. Oui, c'est exactement là que je m'en allais. Je pense pas qu'il va faire le club au début de la saison. Va faire des apparitions au cours de la prochaine campagne. Il est comme entre les deux, on dirait. Puis avec les effectifs qu'on a, ça tombe un peu mal parce que les trous qu'on a, ça ne correspond pas à ce que Horwitz peut faire. Donc, il ne peut pas Mhm. combler certaines lacunes des Blue Jays en ce moment. Puis pour ce qui est de David Schneider, oui, va faire partie de l'équipe, mais ne pourra pas être un régulier, selon moi. Défensivement, c'est difficile. Il ne pourra pas prendre le poste au deuxième coussin de façon régulière, mais il va apporter son bâton, puis on va le placer dans des situations qui sont favorables pour lui. Donc, il va rendre de fiers services. Dernière question qu'on a, qui est aussi par rapport aux Jays, qui est un peu dans la même optique, quels jeunes joueurs peuvent surprendre au camp des Blue Jays. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sébastien. Moi, j'ai l'impression qu'Orelvis Martinez va avoir une vraie chance au cours de ce camp-là. Là, c'est le début du camp. On se concentre peut-être un petit peu plus sur les vétérans, mais si tu as utilisé l'expression tantôt amener son bâton, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai. Si Orelvis Martinez amène son bâton pour de vrai, puis qu'il force la main de l'équipe, c'est le genre de joueur qui peut percer parce que c'est un joueur d'arrêt-court qui joue aussi au troisième but. En fin d'année, l'an passé, à Buffalo, on a dit Hey, mon homme, va te pratiquer au deuxième but. Il va peut-être avoir une ouverture là-bas. Donc, s'il peut jouer au troisième but, au deuxième but, dépendant à l'arrêt-court, parce qu'on a des doutes sur ses capacités à l'arrêt-court, c'est un espoir qu'on a failli rappeler l'an passé en septembre. On a décidé de ne pas le faire finalement. Donc, s'il connaît un gros camp, il va s'aider soit à faire le club ou à se placer en bonne position pour avoir des rappels, parce qu'on l'a dit tantôt, au troisième but puis au deuxième but cette année, ça va être des portes tournantes. Donc, il peut avoir de la place pour un gars comme lui. Oui, c'est en plein ça. C'est l'inverse de Horwitz. Lui, il peut combler des lacunes chez les Blue Jays, surtout avec pas son changement de position, mais ajouter une position à son arsenal. Donc, oui, il pourrait s'avérer être un des choix des Blue Jays, mais de là à prendre un poste de façon régulière dans une formation qui aspire aux grands honneurs ou à se rendre loin, là, je suis un peu moins sûr, mais c'est sûr qu'il va avoir sa chance. Sébastien, j'ai dit que c'était la fin, mais il y a des petites questions qui sont apparues. On les fait vite fait en petites rafales comme ça, puis après ça, on va mettre fin au live. Je suis habitué, tu Est-ce que changes tout le Turner temps va jouer au d'idée. troisième? Je le sais, c'est mon grand défaut. Est-ce que Turner va jouer au troisième but avec les Blue Jays? Dominique, très peu. Il va être principalement frappeur de choix, va plus jouer au premier but qu'au troisième but quand il va jouer défensivement. Moi, je pense que si on le voit 5, 6, 7 fois durant l'année au troisième but, ça va être beau. Là, je pense que c'est ça qui. Les attentes, c'est vraiment de l'avoir comme frappeur de choix et au premier but quand Guerrero a besoin de journée comme frappeur de choix. Qui va gagner la division Ouest dans l'américaine? Sébastien, je suis curieux d'entendre ta prédiction là-dedans. En quelques mots, est-ce que les Orioles peuvent récidiver dans l'Est? Ils peuvent récidiver, mais par contre, tu sais, souvent, une jeune formation, l'an dernier, ils arrivaient de nulle part, personne ne les attendait là. Donc, il n'y avait aucune pression. Ils ont réussi à se faufiler en tête de la division avec des équipes qui en ont un peu arraché, les Yankees, les Blue Jays, que c'était pas toujours égal. Donc là, cette année, on va avoir la pression. On est
presque les favoris pour remporter la division. On a ajouté un Corbin Burns. Donc, tu sais, on a mis les pièces pour remporter cette section-là. Mais la pression va être là. Donc, est-ce qu'on a la profondeur? Est-ce qu'on a les leaders pour y arriver? Je ne suis pas sûr. Puis de l'autre côté, je pense que ça joue entre les Yankees et les Orioles. Je ne pense pas que les Rays puissent gagner la division, même s'ils devraient avoir encore une bonne saison. Les Jays, on ne les voit pas vraiment là pour le moment. Donc, ça va être une grosse course entre les deux puissances. Peut-être un peu plus d'expérience du côté des Yankees qui pourrait faire la différence, mais ça va dépendre comment la saison va débuter aussi et des blessures. Tu sais, si on n'a aucun contrôle, c'est si les Yankees qui ont l'habitude d'être blessés, mais ça continue, mais les Orioles vont prendre la pause. Je suis d'accord avec ta lecture de la situation. Je pense que les Orioles et les Yankees vont se battre à ce niveau-là. Mais j'ai envie de te dire, Nick, que c'est possiblement le poste ou du moins la position des Orioles à perdre. Je pense que s'ils connaissent ce qu'on va appeler une gang de la deuxième année, qu'on l'utilise beaucoup pour les espoirs, utilisons-le pour un concept d'équipe. Après une superbe première saison d'éclosion comme ça, si on n'arrive pas à maintenir le rythme, là, les Yankees pourraient s'avancer. Ceci étant dit, si on continue de progresser, d'amener des jeunes, que Corbin Burns stabilise cette rotation-là, je pense que les Orioles vont se sauver avec cette division-là. Je ne veux pas dire les deux doigts dans le nez parce que je ne pense pas que ça va être si facile que ça, mais relativement facilement. Et dernière petite question, Sébastien, on a vu jeudi après-midi Paul Skeens qui a lancé contre Jackson Holliday. Est-ce que c'était un duel des deux prochains joueurs qui vont être les détenteurs des recrues de l'année? Ben, il n'y a pas beaucoup d'autres options, je pense. Jackson Holliday, c'est quel joueur de balle. C'est incroyable d'avoir allé à un si jeune âge. Oui, on en a vu d'autres dans les dernières années. On a beaucoup de jeunes dans le baseball majeur présentement qui poussent puis qui sont déjà des vedettes. Mais Jackson Holliday qui a gravi les échelons dans les mineurs avec une rapidité extraordinaire. C'est vraiment intéressant à voir. Paul Skeens aussi qui, tu sais, ce duel-là, on risque de le voir dans les prochaines années à plusieurs reprises. Donc, c'est ce qui complète pour nous le premier épisode du podcast version revue et corrigée de Passion MLB. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Merci d'avoir été là. C'était le fun d'avoir cet éventail-là de questions qui nous a amenés d'un côté comme de l'autre. Votre interaction était super. Sébastien, merci beaucoup d'avoir été là. Peux-tu nous dire où est-ce qu'on va retrouver le podcast après? Parce que oui, il a été disponible en version live sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube. Mais après, on va le lancer quand même là, sur les plateformes pour ceux qui veulent l'écouter en version podcast habituelle. Oui, exact. Avant tout, moi aussi, je veux remercier tout le monde d'avoir été là. C'était vraiment plaisant. Merci à toi également, Charles-Alexis. Puis après, oui, on va les mettre sur les mêmes plateformes qu'on était en live, puis aussi sur Apple Podcasts, Spotify. Donc, si vous cherchez Passion MLB, le podcast, vous allez le retrouver sur vos plateformes préférées. Vous pouvez aller aussi sur le site passionmlb.com, non seulement pour lire nos articles, pour lire nos portraits aussi, parce qu'on en est à faire les portraits, là, une équipe par jour du baseball majeur. Mais aussi dans le haut du site, on a maintenant une section podcast. On va placer des podcasts, nos podcasts là, donc on peut les retrouver facilement. Si vous voulez nous écouter, la leçon de l'histoire, il y a moyen de nous trouver. Donc, faites un petit peu vos recherches, puis je suis persuadé que vous allez nous trouver sur votre plateforme de podcast préférée. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se retrouve jeudi à la même heure la semaine prochaine.